si belle région. Et dans cette si belle salle, j'ai fait des conférences à plusieurs reprises, mais c'est probablement un des très bons souvenirs et la première fois que je vois un local si intéressant dans une belle région. Je vais faire un tout petit cours, on m'a dit 15 minutes. Si je dépasse mon temps, n'hésitez pas à m'aviser. D'accord, si vous me surveillez, c'est bien. Écoutez, je vais commencer tout de suite en vous montrant qu'est-ce qu'on entend par les hydrocarbures au Québec. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, de l'Utica ici, c'est dans cette région de Montréal, entre Québec et la frontière du Vermont. C'est une couche, le nom Utica désigne une des couches d'une strate qui date de 450 millions d'années. Lorsqu'on est en Gaspésie, on est dans des roches un peu plus jeunes. Mais ce n'est pas l'âge des roches qui importe, c'est plutôt leur nature. Et dans le cas de la formation des hydrocarbures, j'ai expliqué ça dans la diapo qui suit, on a, nous, au Québec, on peut dire un échantillonnage de quelques types d'hydrocarbures sans pour autant avoir de véritables gisements connus. L'Utica était une cible qui était tout à fait nouvelle au tournant des années 2010 parce que la technique de la fracturation hydraulique faisait que des roches comparables aux États-Unis notamment, mais aussi ailleurs dans le monde, pouvaient fournir une certaine quantité d'hydrocarbures. Ensuite, on a bien sûr parlé beaucoup du shale à Anticosti. Il s'agit de la même couche géologique, du même âge, qui se prolonge ici. Entre les deux, on a d'autres types de gisements. Alors, j'ai situé les zones qui, géologiquement, en Gaspésie, peuvent constituer des secteurs à explorer. Secteurs à explorer qui l'ont été depuis quand même des décennies. Et on a, dans ce cas-ci, parlé plutôt de gisements conventionnels. Mais je mets un point d'interrogation là. Je vais expliquer pourquoi un peu plus tard. Et ce point d'interrogation, ça veut dire, est-ce vraiment des gisements conventionnels? Est-ce qu'on est... quand on est dans l'Utica, quand on est en Anticosti, on est dans des shales de roche-mère. Je vais en parler. Ce type de gisement est un gisement de type bien particulier qui demande obligatoirement la fracturation hydraulique. Sans la technique, on n'envisagerait même pas d'aller faire de l'exploration. De ce côté-ci, c'est différent. On parle de gisements qui pourraient éventuellement donner soit du gaz, soit du pétrole, soit un mélange des deux. C'est souvent associé. Et finalement, il y a aussi aux îles de la Madeleine, là on a des dômes de sel, un autre type de formation géologique, et on sait qu'il y a présence de gaz, mais le milieu des îles est évidemment assez fragile, et ce qui fait que les opérations de forage et d'exploitation pétrolière pourraient être problématiques. Finalement, vous avez entendu parler aussi du gisement d'Old Darry, qui, lui, on ne sait même pas s'il y a du pétrole et du gaz dedans. On a simplement défini qu'il y avait là une structure géologique intéressante. Il faut savoir quand les grandes compagnies, quand ils font au travers du monde, sont les mêmes qui peuvent se déplacer et être intéressés par ça. Ils vont en trouver des structures géologiques, ils vont en trouver des gisements potentiels, ils vont afforer des gisements. Et il y a un cas sur 10 qui finit par une véritable exploitation. Donc, on s'est beaucoup excité parce qu'on avait touché l'Utica au Québec en disant bingo, on a automatiquement un gisement. Anticosti, la même chose. Mais moi, je l'ai regardé avec beaucoup de détails les quelques forages qui étaient là, puis il n'y avait vraiment pas aucune rentabilité possible avec les techniques. On n'est pas dans le même contexte que les shales en Pennsylvanie ou que les shales au Dakota. Donc, c'était éliminé pour d'autres raisons, mais les véritables raisons à la base pour lesquelles les compagnies ont finalement pas trop protesté, très content d'encaisser des chèques de dédommagement dans le cas d'Anticosti, c'était tout simplement qu'il n'y avait pas vraiment de véritable rentabilité là, en termes de plusieurs contextes. Bon, ici, je saute rapidement, vous la connaissez, cette carte, c'est les permis dans la région et les joueurs qui sont là, qui ne sont pas des gros joueurs internationaux. Juste pour bien préciser, c'est d'où il vient le pétrole. Là. Donc, un petit cours de géologie 101 en accéléré. Une roche-mère, c'est un sédiment marin argileux qui va sédimenter avec la matière organique. Donc, au large, donc, dans des endroits assez loin dans l'océan, là où il n'y a pas de courant, la matière organique, le plancton, etc., et tout ce qu'apporte du continent, les fleuves, etc., la matière organique, dans des proportions souvent de 3, 4, 5, jusqu'à 10 s'accumule avec la boue. Puis, superposé à ça, on peut avoir, par exemple, du sable. Alors, ceci va donner du schiste et ceci va donner du grès. On a des perméabilités très différentes. Les couches jaunes, je les mets comme des couches très, très perméables où l'eau peut circuler. Puis dans ces couches-là, ici, dans le shale, c'est tellement imperméable, ça s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et ça, c'est typiquement un gisement non conventionnel qui sera toujours très étendu, qui ne peut être exploité par fracturation hydraulique, mais qui va demander des milliers de forages. On parlait de 20 000 forages quand on parlait du projet Utica entre Montréal et Québec pour
10 000 km². Ça prend à peu près 2 forages et demi au km². Pour exploiter le gisement, il faut aller de façon assez étendue. Quand ces gisements-là existent, quand une roche-mère existe dans une région, avec les jeux des forces géologiques, des glissements, il peut y avoir une migration. Mais c'est un processus géologique qui, dans la nature, se produit sur des millions d'années. Ce qu'on veut faire en faisant de la fracturation hydraulique, sortir du gaz et du pétrole en quelques années, là, la nature l'a fait à partir de ces mêmes formations géologiques, mais sur des dizaines de millions d'années. C'est tellement lent la migration du gaz et du pétrole pour sortir des roches-mères dans les conditions naturelles que ça finit parfois par garder des zones qui deviennent des bons gisements conventionnels. Voici un exemple de bon gisement conventionnel. On aurait une couche qui est très perméable, c'est ma couche de grès qui serait ici, puis ici on aurait des couches imperméables, et entre les deux, bien sûr, si l'eau souterraine est un petit peu plus lourde, le pétrole plus léger, le gaz très léger, donc on peut avoir un puits conventionnel qui vient dans la zone de gaz, c'est la porosité des interstices de la roche à cet endroit-là contiendrait surtout du gaz. Puis ça, c'est un gisement mixte. Là, ici, on a du pétrole. Parfois, il n'y a que du gaz, parfois, il n'y a que du pétrole. Et parfois, on a cette sédimentation dans les deux. Ici, ce n'est pas très compliqué. Quand on vient forer, extraire le gaz, extraire le pétrole, on ne modifie pas vraiment le milieu. On ne fait pas de fracturation hydraulique. C'est le cas d'un bon gisement conventionnel. Et il n'y en a pas vraiment qui ont été trouvés au Québec. Des petits gisements dans les basses terres du Saint-Laurent ont déjà donné du gaz pour quelques années, à Saint-Flavien, etc. Donc, ce sont des gisements qu'on pouvait appeler conventionnels dans les années 80-90. On les a exploités par simple forage. La fracturation hydraulique, c'est quoi? Là, regardons, disons, pas au microscope, mais presque. Ici, l'échelle vous donne une échelle centimétrique. Des fractures sont créées par l'injection forcée d'un fluide qui entraîne en même temps des grains de sable. Alors, en allant avec une pression qui dépasse la résistance de la roche, qui dépasse la pression ambiante, on réussit à faire injecter ces petits fragments, ces petits grains de sable ici, dans la roche, et le shale qui, lui, contient emprisonné dans les micropores, dans une microporosité. C'est la raison pour laquelle ce gaz-là, dans le shale de Macastie, Anticosti ou dans l'Utica, n'a pas bougé depuis 450 millions d'années, ou très peu. C'est tout simplement que ce sont des petits vides, la taille du micron, qui contiennent, j'ai mis en vert, du gaz et du pétrole en jaune. Donc, les deux peuvent être présents, ou seulement l'un ou seulement l'autre. En faisant une fracturation ici, qu'est-ce qui va se passer? Bien, très près des parois de la roche, ici, on aurait peut-être des fractures à tous les 30 cm, quelques fractures par mètre dans des bons. Idéalement, en fracturation, on voudrait fracturer la meilleure densité possible, mais c'est pas toujours, on n'a aucune idée où sont les fractures finalement quand on fait la fracturation hydraulique. Mais on sait qu'elles sont présentes. Alors, ce qui est très très près, vous voyez la décoloration ici, j'illustre par la petite animation ici que la décoloration indique d'où vient le gaz, d'où vient le pétrole. Le pétrole va circuler très rapidement vers la fracture en quelques jours, quelques années ou quelques siècles, selon qu'il est à quelques millimètres, quelques centimètres, quelques décimètres. Et quand on est dans la zone qui est assez loin, ça va prendre des millénaires. C'est assez difficile d'estimer, mais selon les calculs qu'on peut modéliser, ça prend environ 30 000 ans pour parcourir 1000 mètres quand on a des conditions d'un gradient d'une valeur unitaire. C'est technique. Pourquoi? Le gradient de valeur unitaire, c'est que vous avez une différence de pression équivalente à une hauteur d'1 mètre d'eau, et c'est donc très très lent parce que le coefficient, la valeur de la perméabilité du shale est extrêmement faible. Alors, si on juste illustrer ici, le gaz, le méthane a tendance à circuler beaucoup plus facilement. Donc, en Anticosti, on parlait d'un gisement de pétrole, mais quand on a fait des modélisations pour savoir qu'est-ce qu'on sortirait finalement des puits, on s'est aperçu que même s'il y a 3 fois plus de pétrole que de gaz dans des parties du gisement, ça serait l'inverse, ça serait 3 fois plus de gaz que de pétrole qu'on aurait tiré de ces puits-là. Et sortir le gaz d'Anticosti n'était vraiment pas intéressant. La meilleure solution aurait été de brûler à la torchère et d'essayer juste d'embarquer du pétrole dans des pétroliers, parce qu'on est tellement loin des marchés, le liquéfié. Il n'aurait jamais été possible d'exploiter le gaz Anticosti pour l'amener au même prix que celui de la Pennsylvanie, par exemple. Bon, une chose importante à savoir, du diagramme que je vous montrais, qui est très technique, là, on regarde la mécanique de l'écoulement du gaz et du pétrole, c'est simplement pour arriver à ce résultat. Je l'ai trouvé dans la douzaine de puits pour lesquels il y a eu de la fracturation au Québec.
il y a un diagramme qui montre ce qu'on appelle une courbe de production. Vous avez ici le débit en pieds cubes par jour. En fait, c'est en millions de pieds cubes par jour par rapport au temps. Alors, la caractéristique quand on fait de la fracturation hydraulique, c'est ce court terme ici. L'industrie s'est emballée par des débits et les investisseurs ont beaucoup mis d'argent pour forer des nouveaux puits. On s'aperçoit qu'au bout d'un an, au bout de 2 ans, il faut forer de nouveaux puits pour pouvoir maintenir une production constante. Regardez ici, ça c'est le puits Saint-Édouard. La littérature des promoteurs n'ont pas trop publicisé cette fiche-là. Elle a quand même été présentée dans un colloque. Et elle montre qu'en 30 jours, le débit est tombé de moitié. Et au bout d'un an, le débit est tombé au 10e. Au bout de 2 ans, il tomberait peut-être au 100e. Dans un puits où on fait de l'exploitation par fracturation, en 2 ans, vous avez à peu près 80, 85, 90% de ce que le puits va donner. Donc, si vous le gardez ouvert, peut-être parce qu'une fois qu'il est fait, vous gardez le conduit connecté. Cette caractéristique, c'est une décroissance exponentielle. Ce n'est pas le cas dans les puits conventionnels. Les puits conventionnels peuvent débiter sur des fois 20, 30, 40 ans. Ça diminue toujours le débit, mais ici, on a un débit qui diminue de façon exponentielle. C'est une courbe qui diminue de façon drastique. À cette diminution, il y a une conséquence. Bon, je vous montre une autre chose que je veux faire comprendre. C'est quoi la fracturation et qu'est-ce que ça va impliquer? C'est un diagramme qui montre un morceau de terrain, 1 km par 1 km en surface. Ce qui est en bleu, c'est là où il y a de l'eau. L'eau souterraine, elle est à quelques mètres sur la surface ici, puis elle s'étend bien sûr jusque dans le roc, dans les fractures. Alors, un nappe phréatique, ce qu'on peut dire ici, avec un puits artésien qui serait ici. Puis je montre en rose ici des puits. J'aime bien dessiner mes puits en rose parce que je trouve que l'industrie a une vision tout en rose de ce qu'ils font. Alors, en réalité, ce n'est pas toujours si rose que les diagrammes ou les animations que l'on produit. Alors, un puits où on aura fracturation, même un puits où il n'y aurait pas de fracturation, je pense à Galte, ici, on a donc un forage vertical ou un peu incliné qui se prolonge par une extension horizontale. Actuellement, les extensions horizontales sont de l'ordre de 1,2 à 1,5 km. Mais en Angleterre, on a déjà foré des extensions horizontales jusqu'à 6 km pour aller exploiter des gisements offshore sans s'embarquer sur une barge. Donc la technique permet ça. Par contre, c'est plus c'est long, plus c'est risqué, moins la fracturation a de chances de fonctionner. Puis on se ramasse avec des puits où ça n'a pas marché. Des puits, donc, à peu près un puits sur 10 est foré, on paye. Le puits, l'argent est dépensé, mais le puits ne produira jamais parce qu'il y a eu un pépin technique au niveau du puits. Donc, il faut en faire beaucoup. La moyenne, c'est de l'ordre de 2,5 puits par kilomètre carré. Alors, j'en ai mis 3 ici dans ce kilomètre carré. Et j'ai superposé la même courbe, juste pour vous remettre l'animation et expliquer une chose. C'est sur une échelle logarithmique, dans ce cas-ci, 1110. Ceux qui sont familiers, on est à pas tout à fait la même courbe. Alors, quand on est en production économique, il y a une ligne ici qui va s'arrêter. Un producteur va démarrer son puits pendant un certain nombre d'années, puis au bout d'un certain nombre d'années, il va dire « je le ferme, c'est plus rentable, ça ne vaut plus la peine ». Et on a à ce moment-là un processus géologique qui, lui, continue. Ce que je vous ai montré, l'animation, le gaz sort du puits, mais il continue. Et il continue tellement qu'il va se poursuivre pendant des siècles, des milliers d'années, parce qu'on ne peut pas fracturer pour faire sortir le gaz. Dans le cas du pétrole, c'est 98% du pétrole qui est encore en place quand on ferme les puits. C'est la norme. On sort entre 1,2 et 2,5% du gaz initialement présent. Dans le cas du pétrole, dans le cas du gaz, quand on est à 20%, on est au maximum des calculs qui ont pu être estimés et publiés dans la littérature. Alors, ce problème, moi, c'est ça qui m'a fait m'impliquer dans ce dossier, parce qu'en tant qu'ingénieur, je ne signerai jamais des plans, une autorisation pour construire un truc comme ça. Ce n'est pas soumis du tout à la loi des ingénieurs. Tout ce qui est exploration pétrolière, je ne pense pas que ça rentre dans vos évaluations municipales, même s'il y a un puits qui vaut 10 millions, qui a coûté 10 millions sur un terrain. Je ne pense pas que le propriétaire du terrain ajoute 10 millions à sa valeur foncière, parce qu'on m'a déjà confirmé ça. Et la compagnie pétrolière non plus n'est pas soumise à aucune norme, par exemple, celle qui régisse la construction.
Et cette difficulté ici, moi, me fait poser la question, qu'est-ce qui arrive ici? Voici comment on termine un puits. Ben, on vient tout simplement découper au chalumeau, ici, au niveau de 1 mètre sous la surface. On fait une restauration en surface, c'est la loi et la réglementation qui oblige ça. Puis quand les inspecteurs passent, bien, ce puits-là, il est considéré comme terminé, fermé, transféré à l'État. La compagnie n'a plus... elle est libérée un peu de ses obligations. Qu'est-ce qui va arriver? Ça dure combien de temps un puits bouché? C'est une des premières fois que quelqu'un m'a posé la question. Ben, j'ai dit, on ne sait pas, parce qu'on et je me suis mis à chercher un peu les données. Je ne sais pas si, excusez-moi, ça s'appelle. J'ai dit, les puits ne sont pas éternels, les puits bouchés ne sont pas éternels. C'était des structures faites pour sortir du gaz, et quand on a terminé, même s'il en reste 80% ou 98% en pétrole, ben, on met tout simplement un bouchon, une plaque d'acier, un coulis de scellement, et ça, dans le temps, on sait que comme tout ouvrage, tout viaduc, nos viaducs, même inspectés, entretenus, durent 40, 50, 60 ans. Un puits ici, ça dure une quinzaine d'années. C'est à peu près les données statistiques. C'est-à-dire que le bouchon, la dégradation des coulis de scellement, les corrosions des tubages, c'est jamais de l'acier inoxydable, c'est de l'acier ordinaire, les tubages ici. Et ça signifiera que le méthane, dans tous les milliers de puits qui ont été faits en Pennsylvanie ou au Dakota, ben, vont devenir des sites qui vont émettre du méthane dans l'atmosphère. Et si les exploitants ne sont plus là, ils ne seront même pas brûlés. Alors, on a un facteur de réchauffement planétaire énorme à cause du méthane. Alors, la durée de vie technique, c'est une chose, et la remise en pression, c'est deux choses contradictoires. C'est comme si quelqu'un aurait dit, j'ai construit un pont, je sais que la capacité portante de mon pont diminue avec le temps, puis de l'autre côté, j'ai un trafic routier, le poids de mes camions qui passent sur ce pont-là va augmenter avec les années. Donc, fatalement, c'est facile à prédire que le pont va s'écrouler à un moment donné. Donc, c'est un crash course de ce genre-là qui est l'ingénierie de ce qui est le gaz de schiste. Les compagnies étant peu responsables, elles ont... Je vais terminer juste par une petite animation, excusez. Alors, il y en avait peut-être des puits conventionnels. Il y en a certains, c'est possible d'en faire, ce sont tous des bons gisements. Un gisement conventionnel peut modifier à peu près 1000 mètres cubes. Par contre, un gisement non conventionnel, j'ai fait une petite superposition de ce que serait un puits. Je vais faire ça pour Anticosti. J'ai dit, je vais superposer un morceau de terrain d'Anticosti avec un puits qui descend à l'horizontale. Et voici comment ça se passe, la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique se fait par tronçon, par tranche de 100 mètres, dans une longueur de peut-être 1000-1200 mètres. Et on a progressivement donc du roc qui est fracturé dans un volume qui est de l'ordre de 50 à 150 millions de mètres cubes. Donc, c'est dans ce volume de roc que le gaz, le méthane ou le pétrole se cherchera à migrer. Alors, ce changement fait que dans beaucoup d'endroits dans le monde, les législations ont tout simplement interdit la fracturation hydraulique. La technique laisse supposer que les dangers qu'on connaît, ou les résultats problématiques qu'on connaît à partir des puits conventionnels seront d'une ampleur beaucoup plus considérable quand les puits où on a eu de la fracturation hydraulique subiront le même type d'évolution dans le temps, c'est-à-dire corrosion, accélération des fuites, etc. Alors ici, évidemment, les puits, on n'en fait pas un. Quand on est dans des gisements de roche mère, on essaie de couvrir la totalité du gisement. Ça, je vais sauter ça, c'est une fracture. Faites rapidement, M. Oui, Durand. OK, c'est ma dernière. On est dans un horaire. Alors voici, ça dure combien de temps les puits? C'est une question fondamentale. Voici un diagramme compilé non pas par un groupe écologiste, mais une compagnie Schlumberger, qui est la méga multinationale qui fournit l'expertise à toute l'industrie pétrolière. Ils ont compilé 15 000 puits dans la région du Golfe du Mexique avec US Mineral Management. Et vous voyez, un puits sur 20, ici, 5% des puits ont des problèmes de fuite. C'est à peu près la même chose qu'on a eu dans l'Utica. On avait une trentaine de puits, il y en avait 3 majeurs qui fuyaient. Et au bout de 15 ans, le pourcentage atteint 50%. Et au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai posé la question à des ingénieurs de l'industrie pétrolière. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que vos puits, combien de temps vos puits vont durer? Michael Bailey a répondu que les puits étaient éternels. Mais devant ce diagramme ici, on peut tout simplement supposer que l'ensemble des puits, il n'y a aucune raison qu'un puits, une fois bouché, une fois abandonné, non entretenu, avec les aciers qui sont utilisés, face à la remise en pression, il n'y a aucun de ces puits-là qui va tenir dans le temps. Donc, chaque fois qu'on a un puits, on crée un problème.
seule façon de ne pas avoir de problème avec les puces, c'est de ne pas faire. Merci, M. Durand.